Bonjour. Dans ce module, qui fait suite au module sur l'hypertrophie ventriculaire gauche basique, je dirais, nous allons voir des choses un peu plus compliquées concernant l'hypertrophie ventriculaire gauche, c'est-à-dire à la fois des diagnostics différentiels, des diagnostics associés, des formes compliquées. On va le faire en 2 étapes, parce que le sujet est assez dense. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, je vous proposerai un quiz, ce qui vous permet d'appuyer sur pause, et je vous donne les valeurs enregistrées par l'ordinateur des QRST, et parfois un petit peu d'épidémiologie, très peu, parce que finalement, l'épidémiologie a tendance à, créer un biais d'anticipation du résultat et du diagnostic final. Là, on va faire de l'électrocardiographie pure et dure. S'agit-il d'une hypertrophie ventriculaire gauche? Première question. Est-elle associée à un autre deuxième diagnostic? Deuxième question. Alors pour cela, je vais vous donner parfois les valeurs surlignées en rouge ici, dont vous avez besoin ici. Il s'agit de l'indice de Sokolov, qui explore l'hypertrophie ventriculaire gauche dans le plan précordial, c'est-à-dire horizontal, avec les valeurs de SV1 et de RV5 ou RV6. Et puis je vous donnerai également les valeurs de l'indice de Cornell, c'est-à-dire SV3 et RVL. Donc vous savez qu'il est très important également de faire ces mesures pour suspecter une hypertrophie ventriculaire gauche, ou, comme on va le voir, le confirmer. Enfin, parfois je vous donnerai des valeurs de SV2, SV2 étant un paramètre important dans certaines hypertrophies ventriculaires gauche, avec par exemple bloc de branche gauche, ou dans des formes un peu frustes où le Murphy est intéressant. Alors allons-y. Ce patient a un signe de Sokolov positif. Il a le SV1 plus RV5. Vous voyez qu'ici, ça fait 36 plus 21, ça fait 57. Vous allez me dire, oh là là, le Sokolov est positif. Oui, mais c'est un signe très sensible, c'est-à-dire qu'il est grévé de nombreux faux positifs, en particulier chez le sujet jeune, chez le sujet masculin et chez les sujets originaires d'Afrique. Donc il ne faut pas se fier uniquement au Sokolov, qui est ici donc très positif, mais parfois calculer d'autres indices comme on l'a vu précédemment, ici le Cornell. Le Cornell c'est SV3 16 mm plus RVL 1 mm, et ça nous fait 17 et c'est très négatif. Donc quand c'est comme ça, pour trancher, il faut regarder les autres éléments, les autres indices d'hypertrophie ventriculaire gauche qu'on avait vu dans le score de Romilt, et c'est par exemple une hypertrophie auriculaire gauche qui n'est pas là chez ce patient puisque l'onde P est positive avec une durée tout à fait normale de 101 millisecondes, elle n'est pas négative non plus en V1, donc il n'y a pas d'hypertrophie auriculaire gauche, il n'y a pas de déviation axiale gauche, il n'y a pas d'élargissement des QRS. En fait, on a un seul indice d'hypertrophie ventriculaire gauche, c'est le Sokolov, et je vous l'ai inscrit en bas. Il y a une forte sensibilité de cet indice, mais une spécificité assez basse, en particulier chez les sujets jeunes, parfois sportifs ou pas, masculins et éventuellement d'origine africaine. Donc leur valeur prédictive positive est faible et il faut rechercher d'autres indices qui ne sont pas présents chez ce sujet. Et donc on parlera de QRS hypervolté du sujet jeune et non pas d'hypertrophie ventriculaire gauche. C'est un diagnostic différentiel fréquent. On recommence avec un homme de 35 ans, donc vous avez compris un peu la musique. On cherche d'abord le Sokolov avec le SV1 et le RV5, ça nous fait 41, donc c'est pas tout à fait positif chez un sujet jeune, c'est même négatif. On fait le Sokolov et le Cornell et on trouve SV3 25 plus RVL 15. Et si on va un peu vite, eh ben, ça nous fait 40 et on dit hypertrophie ventriculaire gauche et on est très inquiet. Et en fait, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que comme toujours chez les sujets jeunes, non seulement il faut chercher les autres indices, mais il faut vérifier aussi qu'il n'y a pas d'erreur dans la position des électrodes. Et chez ce sujet, si vous regardez bien, vous allez voir qu'ici en D3, vous avez un PQRST tout négatif en D3. Et là, ça doit vous alarmer. Ça doit vous évoquer une inversion bras gauche, jambe gauche, très difficile à diagnostiquer sur un électrocardiogramme si on ne connaît pas ce signe, PQRST négatif qui évoque l'inversion bras gauche, jambe gauche. Donc on va le corriger avec des positions normales des électrodes, et cette fois-ci, vous voyez que le RVL fait 1 mm. Donc on a juste un signe de Cornell à 26 mm, on dit 28 chez l'homme jeune, et vous voyez qu'il est négatif.
Donc méfiez-vous, non seulement avant de vous lancer dans le diagnostic d'hypertrophie ventriculaire gauche chez le sujet jeune, mais vérifiez qu'il n'y a pas d'inversion bras gauche, jambe gauche. Nous allons voir dans ce troisième électrocardiogramme un quiz. Vous pouvez toujours appuyer sur pause si vous souhaitez vous entraîner. S'agit-il d'une hypertrophie ventriculaire gauche? Est-ce qu'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche associée à un autre diagnostic? Pour cela, moi, je constate d'emblée que l'onde P ici est très positive. Elle fait 3 mm, c'est-à-dire qu'elle est trop ample, et ça évoque une hypertrophie ventriculaire droite. D'autre part, on a un axe droit, regardez, 117 degrés d'axe droit, D1 est négatif, donc ça nous évoque plutôt une maladie du cœur droit, HAD, HVD peut-être. Alors on va regarder en V1, V6, et là en V1, V6, on constate que ce patient a des signes de surcharge ventriculaire gauche en D3, on l'a vu, et puis également chez ce patient un Sokolov positif, mais surtout, il a des signes d'HVD. Si on regarde R' en V1 qui fait 10 mm, et si on constate que SV6 est très supérieur à R, eh bien nous avons des éléments en faveur de l'HVD maintenant complet, HAD, déviation axiale droite, et indice d'hypertrophie ventriculaire droite positif. Donc il s'agit d'une HVD associée à une HVG, et cela est important pour effectivement suggérer l'existence d'une cardiopathie hypertrophique assez complexe et nécessiter une échographie cardiaque pour en préciser le diagnostic et la gravité. Donc voici un deuxième quiz qui comporte des choses un peu compliquées. Vous voyez, cette fois-ci, il y a un bloc de branche droit. Donc je vous l'ai signalé, en V1, on voit bien qu'il y a une onde RR' crochetée. Alors le QRS est large, il fait 152 millisecondes, donc c'est bien un bloc de branche droit, surtout qu'il existe une onde S supérieure à 40 millisecondes en V6, donc on a les trois critères de bloc de branche droit. R' en V1 avec retard à l'inscription de l'onde R', S en V6 en faveur d'une HVD et QRS élargi. Alors on constate que malgré tout, le calcul du Sokolov est possible. Et il faut le calculer, même en présence d'un bloc de branche droit. Regardez, le bloc de branche droit peut cacher une HVG, et c'est le cas ici, puisque nous avons RV5 40 mm et une RV6 supérieure à 23 mm. Ce sont des signes qu'il faut connaître d'hypertrophie ventriculaire gauche. Vous voyez, quand vous voyez des hauts voltages en précordial gauche, et que vous voyez des QRS élargis, il faut vraiment calculer, par exemple, le Sokolov, et vous voyez qu'ici il est positif avec tout plein d'autres critères d'HVG que vous retrouverez sur e-cardiogramme. RV5 40 mm, c'est déjà un Sokolov à lui tout seul. RV6 super à 20, c'est très rare une onde R en cas de bloc de branche droit qui fasse une telle amplitude. Et enfin, un QRS en V5 qui fait 52 mm, c'est vraiment des hauts voltages en faveur d'une HVG associée. Voici un deuxième exemple, il n'y a pas de quiz cette fois-ci, pour vous montrer un bloc de branche droit avec un QRS à 148 millisecondes, et on voit que le Sokolov est positif une fois de plus, avec un RV5 à 40, une onde S en V2 à 2 mm, ça fait 42 pour le Sokolov, et vous avez une RV6 qui est supérieure à 20 encore, puisqu'elle fait dans les 25 mm, il n'y a pas photo. En cas de bloc de branche droit, le Sokolov est rarement positif, mais très spécifique. Dans ce cas-là, en cas de bloc de branche droit, on regarde RVL, on voit bien qu'ici RVL fait plus de 11, et puis il y a plein d'auteurs qui nous ont proposé d'autres critères que je vous laisserai relire tranquillement. Si en plus il y a une déviation axiale gauche, une hypertrophie auriculaire gauche, eh bien le diagnostic est posé. Ici, il y a vraiment un bloc de branche droit et une HVG diagnostic associés ensemble. Donc cette fois-ci, nous avons un tracé complètement différent, avec un retard gauche, un QRS large, et je vous laisse me dire s'il y a une HVG, en appuyant sur pause, en regardant tranquillement le tracé, et vous avez les paramètres enregistrés par l'ordinateur, et je vous ai un petit peu surligné V2 pour vous aider. Vous voyez que chez ce patient, quel que soit son âge, il y a d'abord un diagnostic rythmique à faire. Le patient est à 165 par minute, Alors là, c'est pour vous entraîner un petit peu, 165 par minute, vous voyez, ça ressemble à une tachyrythmie ou une tachycardie atriale, on ne sait pas trop. Quand on voit plein d'ondes P comme ça, il faut se demander s'il n'y a pas deux ondes P parfois, c'est le cas ici. Donc on va tracer avec l'ordinateur en bas l'analyse des ondes
F ou P, qu'on appelle un flotteur. Vous voyez, les ondes F sont à presque 330 par minute, elles sont à conduction 2 pour 1, et il s'agit donc d'un flotteur atrial. Mais c'était pour un peu pimenter le tracé. Ce qu'il fallait en voir ensuite, c'était le BBG, avec un retard à l'inscription de R en V6. Vous voyez qu'ici il est bien crocheté à son sommet, c'est ça le vrai BBG. Hein. C'est une onde R' crochetée à son sommet, soit en V6, soit en D1. Et un QRS supérieur à 130 millisecondes, on va dire, c'est 120 dans la littérature, mais c'est très insuffisant généralement dès qu'il y a une petite HVG associée. Mais là, on a vraiment des critères de BBG avec tout ce dont on a parlé, et en plus des très grandes ondes S en V2. Alors, que nous dit la littérature? La littérature nous dit que quand il y a un haut voltage en précordial, il faut suspecter, c'est l'indice de Murphy, une HVG associée. Vous voyez, SV2 plus RV6, c'est vraiment le cas ici, est très supérieur à 45. Et quand vous voyez les grandes ondes S en V2 ou en V3, et les deux en général, à ce moment-là, on peut diagnostiquer une HVG derrière un bloc de branche gauche. Donc vous avez ici les paramètres qui vous seront utiles, le Sokolov, comme toujours, avec une forte spécificité lorsque le Sokolov est supérieur à 40 mm. C'est le cas ici, hein, puisqu'on a 10, 27, et on a 13, donc ça nous fait un 40. 40 mm, c'est très très spécifique, et puis si vous continuez avec RVL, S en V2, V3, vous voyez, SV2 plus SV3, 60 mm, on l'a ici, c'est vraiment une HVG. Donc il est possible de voir une HVG cachée derrière un bloc de branche gauche. Et je vais vous le montrer sur cet exemple également, où la question qui vous est posée est HVG associé à BBG. Bien sûr, le BBG, vous l'avez vu, en fait, vous ne le voyez pas très bien parce que l'onde R en D1 est crochetée à son sommet, mais ça ne se voit pas bien. Pourquoi? Parce que les QRS sont tellement amples, hein, tellement larges qu'on ne voit pas très très bien le BBG, mais il s'agit d'un BBG à 158 millisecondes, et on va retrouver, sinon le Sokolov, en tous les cas, des indices d'HVG comme le SV2 plus SV3 que nous venons de voir tout à l'heure, qui est très supérieur à 60 millisecondes. Alors le Sokolov ici, il fait 33 plus 8, ça nous fait 41, donc il est positif. Et en plus, d'autres critères, comme le SV2, V3 ou RVL, sont vraiment très évocateurs, avec ici 50 plus 33 d'une HVG. Donc on peut regarder l'électrocardiogramme vraiment complètement lorsque les QRS sont larges et très amples derrière un BBG et diagnostiquer l'HVG. Et c'est le cas ici. Je voulais vraiment vous montrer ces études de littérature dont je vous parlerai tout à l'heure dans la bibliographie. Et vous voyez ici ce modeste BBG qui a l'air ridicule à côté, avec SV2 plus SV3 qui font absolument pas 60, mais plutôt 45, et on n'a pas du tout de Sokolov positif. Donc on peut diagnostiquer une HVG derrière un BBG. Et enfin, je voulais vous montrer ce tracé qui est vraiment très intéressant parce que il est complexe, et je vous laisse regarder ça 2 minutes avant de vous le commenter. Alors, si vous avez appuyé sur pause, vous avez certainement constaté qu'il existait une alternance des QRS dans les dérivations précordiales. Vous voyez ici, avec un aspect de BBG, hein, c'est-à-dire une onde R crochetée à son sommet, et ici peut-être un bloc incomplet gauche ou tout simplement une HVG sans bloc incomplet gauche, c'est diagnostiqué très difficile. Et vous voyez que le BBG a tendance à creuser SV2 et SV3 beaucoup plus qu'une HVG simple, et que c'est SV2 et SV3 qu'il faut utiliser pour faire le diagnostic d'HVG en cas de BBG. On retrouve nos critères, et j'espère que je vous ai convaincu. Voilà, alors si vous calculez le SV2 plus SV3, ça fait 63. Si vous calculez le Cornell à 33 plus 4, ça nous fait 37, donc on est largement supérieur à 35, etc., etc. Je ne veux pas vous assommer d'indices, mais tout simplement vous apprendre que des grandes amplitudes de QRS ou des QRS élargis, ou les deux, encore mieux, font le diagnostic d'HVG caché derrière un BBG. Je terminerai avec celui-ci, qui est complexe, et je vous demande de bien le regarder avant d'essayer de l'interpréter. Y a-t-il une HVG? Alors là, je vous ai mis tout de suite en rouge le SV2 qui est extrêmement profond, et on vient de le voir, tellement suspecte que ça va être relativement facile. Hein. Les QRS font 170 millisecondes. On voit qu'il s'agit de QRS réguliers alors qu'il existe une fibrillation atriale un peu cachée.
et donc un BAV de haut degré avec un échappement ventriculaire qui naît de la branche droite et qui donne un bloc de branche gauche. Alors ce bloc de branche gauche alterne une fois, et c'est ça qui est extraordinaire, avec de l'HVG sans bloc de branche gauche. Vous voyez, si le QRS a été conduit, il est fin, alors que les autres sont des rythmes d'échappement. Et vous voyez que lorsque le QRS est fin et conduit, on voit quand même l'HVG avec un Sokolov, un Cornell, un Murphy, tout est positif. Et vous voyez qu'on peut vraiment faire le diagnostic de HVG caché derrière un BBG grâce à ces études de cas qu'on appelle des aberrations, un petit peu variations fréquences dépendantes. Et vous noterez que donc le Sokolov est positif, et vous noterez également la cupule digitalique importante en V6 qui explique ce tracé. Il s'agit d'une intoxication digitalique chez la patiente qui a de l'HVG, et on suspecte cette intoxication devant ce rythme d'échappement relativement lent, à l'occasion d'une fibrillation atriale avec un bloc quasiment complet de haut degré, on dit, et ça ne gêne pas pour voir l'HVG, le BBG, mais c'est ces tracés qui sont les plus pédagogiques à mon avis. Voilà, je pense que vous retrouverez toute la littérature sur BBG et sur HVG sur e-cardiogramme dans le label HVG plus BBG, et je vous remercie. Je crois que pour aujourd'hui, ça suffira. À bientôt.